Bonjour à tous les deux. Alors aujourd'hui, on va parler de la partie création de cabinets éco-responsables et on a le plaisir d'accueillir une architecte qui travaille avec Impulsio pour toute la partie création de cabinets et vraiment une synergie très intéressante de travailler main dans la main avec un architecte. Émilie, est-ce que tu peux te présenter et comment tu en es arrivé en tant qu'architecte spécialisé à créer des cabinets de kinésithérapeutes éco-responsables? J'ai monté mon agence il y a 10 ans maintenant. Je travaille un peu dans tous les domaines et notamment effectivement dans le domaine des cabinets médicaux de quelques spécialités que ce soit. Effectivement, aujourd'hui, avec l'avancée dans le temps, l'éco-responsabilité, c'est un facteur qu'on peut plus négliger, surtout dans les constructions neuves, mais aussi dans les rénovations, dans les réhabilitations. C'est quelque chose, c'est un facteur auquel les gens sont de plus en plus sensibles. Alors, même si de manière générale, les cabinets médicaux, un petit peu avec des spécialités un petit peu plus légères, type cabinet kiné et autres, sont des programmes qui sont pas du type plateau médico-technique qui sont très lourds et qui, eux, les considérations écologiques, on en est encore un petit peu loin, hein, ça consomme beaucoup, c'est très complexe à gérer. Mais dans les cabinets de ce type-là, on peut très bien aujourd'hui intégrer ces contraintes. Contraintes, c'est un petit peu péjoratif, mais plutôt cette évolution pour essayer d'aller tous dans le bon sens, tant du point de vue des constructions professionnelles que des constructions privées aujourd'hui qui, elles, ont des contraintes un petit peu plus élevées. Hmm. Et justement, pour les cabinets de kinésithérapie, quelles sont les principales considérations à prendre en compte pour la conception en éco-responsable? Alors, pour les cabinets médicaux, comme pour les autres projets, finalement, hein, il y a deux facteurs. Il y a déjà la construction. Quand on est dans le cas d'une construction neuve, on va, euh, on va apporter un soin particulier à la conception de l'enveloppe. Cette enveloppe construite, il faut qu'elle réponde à certains critères. Il faut qu'elle soit efficace. Il faut que les ouvertures soient bien orientées. Il faut que l'enveloppe, le bâtiment soit relativement compact. On va essayer d'éviter trop d'étalement. Voilà pour, encore une fois, avoir un bâtiment qui soit peu gourmand. On va également jouer sur un bâtiment qui va être bien isolé. La première chose, la meilleure économie d'énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas déjà. Donc, bien isoler un bâtiment, c'est finalement un peu ce qu'on a découvert, nous, ces dernières années, c'est déjà mettre un gros pull plutôt que de monter le chauffage. Bah, le bâtiment, on va lui mettre un gros pull. Donc, on va bien l'isoler. Ça, on sait que c'est des éléments qui vont durer dans le temps. Et puis ensuite, c'est un bâtiment qui va coûter moins cher à l'utilisation et qui, forcément, par définition, ensuite, va être moins gourmand et donc plus éco-responsable. Après, il y a une notion également d'intelligence dans la conception du bâtiment, et c'est là qu'Impulsio entre en jeu, c'est que un bâtiment efficace, aussi dans sa fonctionnalité, il va durer plus longtemps, on va pouvoir l'utiliser plus longtemps, et ben forcément là également, c'est des économies, puisque plutôt que de changer de cabinet au bout de 3 ans, parce que celui qu'on a construit ne nous convient plus, et ben finalement on va y rester plus longtemps, et donc c'est de l'énergie qu'on n'aura pas consommée. D'accord, très bien. Et d'ailleurs, en ce moment, vous êtes sur la construction d'un cabinet. Est-ce que vous implémentez justement cette partie éco-responsable dans cette construction-là? Bah alors là, typiquement, effectivement, l'intervention de Cédric, ça se fait au début et vraiment, on la valorise, c'est très important son intervention. Dans la construction d'hôpitaux, de gros plateaux techniques, encore une fois, on a des programmistes qui interviennent. Ils sont là, ils ont défini, ils ont travaillé avec les futurs utilisateurs du bâtiment en amont. Ils ont soulevé tous les loups déjà bien avant qu'un architecte arrive dans la boucle pour qu'effectivement le programme réponde vraiment aux besoins. Bah là, finalement, dans le privé, dans les plus petits cabinets médicaux, l'intérêt, il est le même. C'est-à-dire qu'il faut que les gens se penchent vraiment, se posent les bonnes questions. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une salle de soins en plus tout de suite? Oui. Ou alors est-ce qu'on va en avoir besoin d'ici à court terme, à très long terme? Là, effectivement, sur ce cabinet-là, typiquement, euh, c'était des kinés qui étaient dans un bâtiment existant. Donc finalement, eux, c'était adapté au bâtiment existant. Et une fois qu'on les livre à une page blanche, devant une page blanche, ils savent
plus trop, comment, ce dont ils ont besoin, à court terme, à moyen terme, à plus long terme. Effectivement, Cédric fait un petit peu déjà regard extérieur, il cadre un petit peu mieux les besoins et les attentes aussi, puis il donne son regard d'expert pour mieux les guider. Nous, effectivement, ensuite, on peut concevoir quelque chose qui répond à ces attentes, et puis il reste présent tout le long du projet pour, encore une fois, chaque fois réorienter, éviter les dérapages. Encore une fois, voilà, la meilleure aujourd'hui, la meilleure dépense, c'est du bon sens. Aujourd'hui, je pense que l'écologie, de manière générale, aujourd'hui, mais dans tous les milieux, c'est avant tout du bon sens. Du bon sens, et c'est dépenser mieux, mais toutes les formes de dépenses budgétaires, mais ça rejoint finalement l'économie, rejoint l'écologie. C'est dépenser mieux l'argent, l'énergie, etc. Oui, donc Moi, je ça fait... rebondis. Oui. Ouais, pardon, Julien. Je rebondis sur ce qu'a dit Émilie. Ça fait sur toutes les petites interviews qu'on a pu faire ensemble. J'ai souvent utilisé ce terme de cahier des charges et je pense que je vais bientôt avoir l'étiquette cahier des charges quand je m'exprime. Mais je pense que c'est vraiment l'élément, c'est vraiment les bases, c'est le fondement d'un projet, c'est d'avoir un bon cahier des charges pour avoir le minimum de surprises au fur et à mesure du projet. Et dans le cadre de cet accompagnement qu'on fait avec Émilie sur une construction complète, c'est-à-dire que les kinés sont arrivés avec bonjour, on a un terrain et on aimerait construire. Et alors là, il faut déjà les coacher parce que quand il y a un projet comme ça, il y a de la passion, ils font vraiment, et on a déjà utilisé le terme de lettre au Père Noël aussi. Mais là où on est aussi je rebondis sur la notion éco-responsable qu'a dit Émilie, c'est que ce cabinet, on l'a réfléchi pour qu'il réponde à leurs besoins maintenant, mais on l'a réfléchi évolutif. Et évolutif sous la forme, le jour où ils sont plus nombreux, on peut faire une extension, mais cette extension, on l'a même réfléchi. Ça va être plutôt en R+1 parce que c'est plus économe d'aller en R+1 que de faire une extension sur une même surface de rez-de-chaussée. Mais ce R+1, on l'a aussi réfléchi sur une structure allégée qui permettra une mise en œuvre plus facile. On met déjà les attentes techniques vers un R+1, ce qui fait que au moment venu de faire cette extension, si elle doit se faire, ne pas la faire va rien coûter parce qu'on a juste laissé une réserve. Alors que si cette extension, on la faisait secondairement sans l'avoir réfléchi, là, ça allait amener à la fois des coûts, alors on peut aller très loin dans le raisonnement. Tout bêtement, si on avait fait la dalle non préparée avec une réserve, eh ben, il faut faire venir des scies pour découper cette dalle, il faut tout ça. Quand je dis on peut aller loin dans le raisonnement, c'est qu'il y a même tous les travaux engendrés pour cette extension consomment aussi et ont un impact écologique et économique, les deux. Et Émilie elle a 100% raison quand elle dit il y a le parallèle économie et écologie. Les deux, ils commencent par les trois mêmes lettres, éco. Donc, on peut, et c'est là que c'est important, bien mettre en place le cahier des charges. Et c'est là aussi il ne faut pas que avoir la vision éco-responsable sous la forme maintenant, j'ai des beaux matériaux et ils ne coûtent pas cher. C'est une vision éco-responsable sur l'ensemble et sur la durée d'un bâtiment, durée de vie d'un bâtiment et carrière d'un praticien de santé. Oui, ça amène pas mal de questionnements aussi. Là, ce que vous êtes en train d'aborder, c'est vraiment intéressant par rapport à des questions qu'on peut avoir sur l'écologie et la certification. Alors, est-ce que ça vaut le coup justement d'avoir des certifications spécifiques ou est-ce que déjà d'avoir cette réflexion sur la base, c'est déjà un très très bon début. Qu'est-ce que vous recommandez par rapport aux certifications justement? Alors, sur la certification, il y a déjà les minimums obligatoires aujourd'hui qui ont été revus à la hausse. Donc, on est déjà sur des standards plus élevés qu'encore il y a un an et demi, puisque les cabinets médicaux étaient encore, ils avaient eu un délai plus long pour appliquer la dernière réglementation thermique. Donc, aujourd'hui, on est sous le coup de la RE 2020, qui est plus exigeante que la RT 2012 qui s'appliquait avant. Donc là, on parle des constructions neuves, effectivement. Sur les constructions neuves, on a quand même un standard qui est assez élevé et qui notamment prend en compte, oui, l'enveloppe, l'efficacité de l'enveloppe de la construction, mais aussi
comme aujourd'hui dans le domaine industriel. On est quand même en train d'appliquer comment dire, des contraintes presque du milieu industriel au milieu de la construction, c'est-à-dire qu'on doit donner l'analyse en cycle de vie de l'ensemble du bâtiment sur une construction neuve. Donc ça veut dire que l'impact carbone de l'ensemble du bâtiment est calculé. Ça veut dire que même le sable utilisé pour fabriquer le béton est pris en compte. Donc, on s'oriente. Ce que je veux dire, c'est que donc, les standards sont déjà assez élevés. Si on les applique, c'est bien. Ce qu'on peut se dire, on peut aller chercher des standards plus élevés dans certains cas pour rechercher encore une performance plus élevée. Les certifications, c'est plutôt dans le cadre d'une vocation de communication ou éventuellement de revente d'investissement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, oui, dans le cadre de la communication, ça peut avoir un avantage. J'ai surtout tendance à chercher la conviction plutôt que avant tout la communication. Je pense qu'il y a aujourd'hui déjà des gens qui sont convaincus de l'utilité pour le monde entier de construire des choses qui consomment moins. Après, est-ce qu'il faut communiquer dessus ou pas, ça relève un peu de chacun. Donc moi, je pense que sur la construction neuve, voilà, c'est un peu mon regard à moi. Sur la rénovation, là aussi, il y a un poste. On peut tout à fait aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'obligation sur la rénovation. La rénovation, c'est quelque chose qui forcément, mécaniquement, consomme moins, produit moins de CO2, donc c'est vertueux. Mais une rénovation, elle doit se faire, là, encore une fois, en bonne intelligence, en profiter si déjà on rénove un cabinet pour l'isoler, pour éviter qu'il consomme autant que ce qu'il consommait avant, et donc pour limiter un petit peu les coûts de fonctionnement de ce cabinet, et encore une fois, son impact sur la planète. Oui, d'accord. Et ben, effectivement, les certifications, bon, il y en a qui sont obligatoires effectivement pour la RE de 2020 par exemple. Maintenant, en termes de communication, est-ce que ça peut avoir un avantage ou pas? Effectivement, si déjà on peut communiquer avec des codes couleurs qui rappellent vraiment l'effort écologique derrière, avec des petits affichages aussi, tout simplement au sein du cabinet pour rappeler qu'on fait attention à la consommation d'électricité, d'eau et tout ça. Ça demande pas forcément d'avoir un label derrière pour communiquer pour les kinésithérapeutes. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir, vous en avez parlé un petit peu tous les deux, mais concrètement, ce que t'apporte Impulsio quand vous partez sur un aménagement ou une création de cabinet. Alors, déjà, le cadre, tout bêtement, parce que les clients se sont déjà posé les bonnes questions avant que nous, on ait commencé à concevoir un bâtiment. Parce que les clients, encore une fois, ils viennent avant qu'on collabore avec Cédric. Les clients venaient nous voir, effectivement, avec leur liste au Père Noël, c'est un terme que j'utilise aussi, mais euh, leur dire, bon, est-ce que vraiment aujourd'hui c'est 200, typiquement le projet qu'on travaille ensemble, ils étaient venus nous voir au début, ils souhaitaient le double de surface, enfin quasiment le double de surface, un tiers de surface en plus que ce avec quoi on va terminer. Finalement, Cédric y allait. Moi, j'ai soulevé un petit peu et c'est comme ça qu'on a réussi à collaborer. Est-ce que vraiment toute cette surface est nécessaire, est vraiment nécessaire dans votre utilisation et dans le fonctionnement de votre cabinet? Après l'intervention de Cédric, on se rend bien compte que non, pas autant. Et que déjà, c'est la première économie, hein, tant budgétaire, encore une fois, qu'écologique, ça se rejoint. C'est que déjà, un tiers de construction en moins, c'est un tiers d'émissions en moins, ça c'est sûr. Mais après, je pense que oui, ce qui est vraiment important, c'est la notion de challenger le projet. Et c'est là où il y a vraiment une complémentarité entre la professionnelle de la coquille, c'est-à-dire les compétences d'Émilie avec son joli coup de crayon de faire un cabinet qui plaît. Donc, quand je parle de la coquille, c'est vraiment la structure. Mais les questions Émilie va répondre à la lettre que vont donner les praticiens. Mais eux ont trop souvent tendance à reproduire ce qu'ils ont déjà, voire à donner certaines évolutions parce qu'il y a des choses qui ne leur plaisent plus dans leur cabinet actuel et ils font un petit peu le brainstorming de ce qu'ils aimeraient et ce qu'ils n'aimeraient pas. Mais un regard extérieur, juste quelqu'un qui vient challenger chaque idée, et c'est ce que je leur dis, challenger une idée ne veut pas dire qu'on ne la fera pas. C'est juste pour chaque élément
dire est-ce que c'est pertinent ou pas. Mm. On s'est connus avec Émilie sur un projet où on m'avait demandé mon avis, c'était un cabinet de dermatologie, donc pas de mon domaine, pas de ma compétence de kiné, mais plutôt de ma compétence de, entre guillemets, regard extérieur, prise de hauteur et ramener du bon sens paysan. Le BSP, c'est celui qui, dans tous les projets, doit être le plus présent. Et j'ai challengé des dermatos, là où je n'ai aucune connaissance métier de la dermatologie. C'est pas moi qui aurais pu les aider sur les flux de circulation de leurs patients, sur l'organisation technique de leurs pratiques. Mais par contre, j'ai un visuel et j'ai une vision thérapeutique, l'habitude de gérer des patients. Et donc, c'est des éléments qui peuvent challenger même d'autres professions médicales parce que c'est surtout le bon sens qu'il faut amener. Et c'est aussi, euh, quand on est sur des projets avec des kinés, quelque part, étant du terrain, étant du sérail, moi, je sais comment les aborder, j'ai les codes, et je pense que c'est le bon combo entre les compétences techniques et le coup de crayon d'Émilie et ma vision et la spécificité terrain. Je pense que l'équipe, ça marche pas trop mal parce qu'on arrive à sortir des projets vraiment cohérents et qui répondent de nouveau à notre fameux cahier des charges. Puis il y a un autre élément, c'est une autre voie, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, rien que ça, c'est extraire sur le travail d'un projet, finalement, à un moment, tout le monde est un petit peu la tête dans le guidon et toi, tu apportes cette prise de distance qui est nécessaire aussi, ce recul nécessaire pour être sûr que tout va toujours dans la bonne direction. Je suis en train de disparaître. Après, je rebondis juste sur un élément. On ne va pas rentrer dans les grands débats actuels sur la revalorisation de l'acte de kiné. Tout ça, ce n'est pas le sujet du jour. Par contre, le fait de pouvoir faire, on le reconnaît, les kinés le revendiquent, leur acte n'est pas assez valorisé et grosso modo, ils ne gagnent pas assez par rapport au travail qu'ils produisent. Une des façons d'avoir un pouvoir d'achat plus important, il y a soit on travaille plus, c'est une possibilité, mais en général, tous les kinés sont déjà au taquet, mais d'aller rechercher tous les petits postes d'économie dans chaque cabinet. Et un des principaux postes, ça va être le coût énergétique, le chauffage parce que on est dans un métier où les gens doivent se dénuder pour que l'on puisse pratiquer nos soins. Dans les salles de soins, il faut qu'il fasse chaud l'hiver et il faut qu'il fasse pas trop froid l'été. Donc, on a continuellement dans les cabinets du chauffage en hiver, des climatisations l'été pour avoir une température qui permette d'avoir une bonne activité. Et si on a un bâtiment ou si on a une coquille qui énergétiquement est une passoire ou est un gouffre financier, là, c'est aussi un gros poste d'économie. Et ce poste d'économie, forcément, chez le kiné, il va se répercuter sur son pouvoir d'achat derrière. Donc, c'est aussi une des interventions que l'on a avec Impulsio, c'est d'auditer les structures pour aller repérer dans les cabinets, chercher les moindres petites failles, chercher tous les petits postes d'économie qui permettront d'augmenter le pouvoir d'achat des kinés. Et il faut avoir un raisonnement au long cours, c'est-à-dire que faire des travaux à un certain instant pour gagner en énergétique, il faut avoir une vision sur le long cours et de se dire que oui, je ferai peut-être un effort financier maintenant pour avoir une meilleure qualité d'isolation. On va prendre un exemple caricatural de changer les fenêtres d'un cabinet que l'on rénove. Peut-être que cette petite... et en plus, on peut peut-être se débrouiller pour obtenir des aides ou autres. Mais ceci mis à part, agir sur la dépense énergétique qui va aller par ce qu'a dit Émilie, plutôt mettre un pull plutôt que d'augmenter le chauffage, nous, on ne peut pas demander à nos patients de rajouter un pull, puisqu'il faut qu'on ait accès à leur peau. Donc, une façon de faire, c'est d'avoir un cabinet qui ne coûte pas trop énergétiquement, et donc, c'est d'avoir une bonne coquille étanche, et après, et ça permettra de gérer, surtout quand on voit, en dehors de l'impact écologique, quand on voit l'évolution du prix de l'énergie, c'est un élément à prendre en compte aussi pour le reste à vivre des kinés. L'idée, c'est de mettre un pull au bâtiment plutôt que voilà. aux patients. Enfin, pour que les patients aient l'heure. Mais oui, effectivement, encore une fois, je pense que ça, c'est très important aussi. Et c'est là où la vision extérieure de Cédric, là aussi, est très forte. C'est que peut-être que des fois, l'intelligence, c'est de dépenser un tout petit peu plus à un moment, puisque déjà, on sait qu'on va engager d'autres types de travaux pour s'éviter après plus de dépenses dans un second temps. Ouais. C'est encore une fois ce bon sens qu'il faut toujours garder à l'esprit.
Ouais, c'est vrai que c'est vraiment très complémentaire parce que toi, Cédric, tu vas vraiment être sur les besoins des kinés que tu connais très très bien pour être toi-même kinésithérapeute et pour en avoir accompagné plusieurs. Donc, tu as vraiment une vision très très large. Et toi, c'est vraiment la partie contrainte technique, mais également, on en parlait un petit peu, ce sont les aides aussi parce que toi, tu connais bien aussi tous les leviers qu'on peut avoir à ce niveau-là. Et justement, par rapport à ces leviers-là, quels sont les conseils que vous donneriez aux kinésithérapeutes? On les a un petit peu abordés déjà, pour intégrer justement ces principes éco-responsables dans leur projet de cabinet au quotidien. Alors, les principes éco-responsables, moi, encore une fois, c'est plutôt du point de vue de la construction, mais je pense que, encore une fois, l'éco-responsabilité, elle se joue sur deux niveaux, sur la conception éco-responsable du bâtiment, mais aussi son évolutivité. Encore une fois, pour avoir travaillé dans une première vie professionnelle sur des gros projets de plateaux médicaux, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir déjà à l'esprit l'évolutivité du bâtiment, savoir qu'il ne va pas être obsolète, parce qu'on sait, hein, les gros plateaux médico-techniques, on définit un programme. D'ici à ce qu'il soit construit, en général, ils sont déjà obsolètes. C'est quand même assez triste. Donc, vous voyez, écologiquement, on n'est quand même pas très bon. L'idée, c'est d'éviter ça. À des cabinets médicaux à qui on peut l'éviter justement puisqu'on est sur des choses un petit peu moins, des équipements moins techniques, et donc d'éviter que le cabinet, une fois construit, soit déjà aux limites de sa fonctionnalité, qui puisse évoluer avec les praticiens, qui puisse les accompagner sur du long terme, sur l'évolution de leur structure, et qui ne soit pas un frein à l'évolution de la structure, puisqu'encore une fois, ça rejoint ce qu'on a dit et redit, c'est le bon sens, c'est que la construction, si elle est là pour du long terme, le plus long terme possible, et bien encore une fois, on est sur une économie de consommation de carbone, bien évidemment, mais de tout, et aussi de budget. Mm, tout à fait. Et ça peut même aller plus loin parce que là, on en a déjà un petit peu parlé avec Émilie, mais alors le projet dont on vous a parlé là qui va sortir de terre, c'est sur une zone artisanale, donc de l'habitat n'est pas concevable. Mais on peut même aller plus loin, c'est-à-dire de réfléchir sur le cabinet que l'on va concevoir maintenant, qui est le cabinet de kiné. Si le kiné partant ou l'équipe de kiné partant à la retraite, il n'y a pas de repreneur du cabinet de kiné, si on veut vraiment avoir une démarche éco-responsable, ben, on peut envisager d'en faire une transformation en habitat. Et ça peut être une idée de, comment dire, de complément de retraite pour le kiné qui aura créé du patrimoine durant sa carrière et qui pourra transformer l'essai en ayant de l'habitat derrière. Donc on peut imaginer, l'éco-responsabilité peut s'imaginer à plein d'échelles, mais où on intervient aussi avec Impulsio, la notion éco-responsable, on l'aborde aujourd'hui avec l'œil avisé et spécialiste d'Émilie sur le côté architectural, mais un cabinet de kiné, son côté éco-responsable, ça va aussi être tout observer pour optimiser les achats, optimiser, avoir la notion responsable sur les consommables, on va aussi réfléchir sur l'implantation. Avant qu'Émilie intervienne pour dessiner, il y a déjà le lieu, l'implantation, être à proximité de transports en commun, par exemple, être à proximité de pistes cyclables, quand on est sur des projets en ville ou en périphérie. Donc, on peut aller loin dans le raisonnement et dans l'évolution sur la notion d'éco-responsabilité. Juste une petite dernière question pour toujours finir sur cette petite note du futur de la kinésithérapie, mais là on va vraiment essayer de le lier au futur de la pratique architecturale dans le domaine de la santé, et en particulier pour les kinésithérapeutes. Comment est-ce que tu vois ça, Émilie, donc? Du point de vue de l'architecture, Ouais. bah, encore une fois, ça va être, je reprends des termes, je pense qu'aujourd'hui, la sobriété, ça va être important. La sobriété, ça ne veut pas dire ne plus consommer, ne plus construire non plus. C'est pas ça. C'est encore une fois se poser les bonnes questions au bon moment. De quoi a-t-on besoin? Sous quelle forme? Et qu'est-ce qui va pouvoir être utilisé le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions, durer plus longtemps. Donc voilà, encore une fois, je pense que c'est là aussi que fait la force je pense, de notre partenariat. C'est que on peut plus se permettre aujourd'hui de dépenser sans réfléchir,
quelles que soient les ressources que l'on dépense. Il faut se poser les bonnes questions au bon moment et donc avancer comme ça, je pense, aujourd'hui, la meilleure réponse, quelle qu'elle soit. Super. On en revient à notre classique cahier des charges. C'est le maître mot, mais si plus on avance sur les échanges qu'on a et les interviews qu'on fait, Julien, plus on se rend compte que tous les projets, à partir du moment, et là d'autant plus ben, quand il s'agit de la construction, mettre en place un cahier des charges, c'est quand même la base, c'est le pilier, et ben ça sera que source d'économie à la Ouais. fois économie financière, économie de temps et notion éco-responsable sur sa globalité. Super. Ben, merci beaucoup pour toutes ces informations. Si vous avez un petit mot de la fin, c'est le bon moment pour le faire. On a tendance ces derniers temps à parler un peu d'écologie punitive, etc. Et on a tendance à percevoir ces nouvelles demandes comme des contraintes très lourdes dans la construction. C'est vrai que quand la RE 2020 est arrivée, ça paraissait très lourd, très compliqué à mettre en œuvre. Finalement, voyons ça plutôt comme des perspectives pour le futur, parce que on peut aussi s'épanouir dans ces contraintes. Encore une fois, je ne les vois pas finalement vraiment comme ça. C'est quelque chose qu'on offre aussi, encore une fois, aux usagers, c'est-à-dire que finalement, au lieu de dépenser énormément, d'avoir l'impression de jeter son argent par les fenêtres chaque mois dans une passoire thermique, ben, finalement, on investit dans le futur. Et je pense qu'investir dans le futur aujourd'hui, c'est plutôt positif. Un bel investissement. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était encore une fois un immense plaisir de faire cette interview. Je te laisse aimer, partager, commenter et bien sûr t'abonner. Et surtout, n'oublie pas, ensemble, valorisons votre expertise.